Hey, Miyabi! Ugh. Shogo est un perdant fauché et solitaire qui a du mal à trouver une petite amie. Mais après la mort de son père, le laissant héritier du groupe Mikado-no, pour le revendiquer, il doit trouver une petite amie dans sa nouvelle école, la séduire dès que possible et se marier avant la remise des diplômes. Pour trouver cette fille, il détruit toutes les filles sur son chemin pour devenir riche. L'histoire commence lorsque le père de Shogo décède de manière inattendue, laissant derrière lui un testament. Pour le recevoir, Shogo doit s'occuper des funérailles. En attendant seul dans une pièce, il entend soudain la voix d'une fille crier fort de l'extérieur, disant « Arrête papa, arrête !» Désolé les gars, je veux dire, elle se présente comme sa demi-sœur, le choquant puisqu'il a toujours cru qu'il n'avait pas de demi-sœur. Les choses deviennent encore plus étranges quand elle dit qu'elle veut l'épouser. Shogo répond rapidement que les frères et sœurs ne peuvent pas faire ça. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'assistante de sa mère, Suri, entre, et quand il se retourne, la fille a déjà disparu. Plus tard, Shogo rencontre sa mère qui lui rappelle que pour hériter correctement de la position de son père, il doit trouver une épouse avant la remise des diplômes. Elle explique qu'il fréquentera une académie prestigieuse tout en vivant dans son propre appartement. Quand Shogo demande pourquoi il ne peut pas simplement rester dans les dortoirs, elle dit franchement qu'il n'aurait aucune chance d'y séduire quelqu'un. Après leur conversation, Shogo se dirige vers l'académie, mais finit par se perdre. En errant, il aperçoit une fille mignonne et nerd, nommée Konoi, sortir d'une pâtisserie. Mais le plus grand méchant de tous les temps dans l'histoire de l'anime, Truck-kun, intervient seulement pour être renversé. Shogo se précipite pour aider Konoi après l'incident et s'assure qu'elle n'est pas blessée. En ramassant ses affaires, il remarque son téléphone au look étrange et plaisante dans sa tête en disant qu'il ressemble à une marque CH bon marché. Réalisant qu'elle se rend aussi à la même académie, il admet s'être perdu. Alors Konoi propose gentiment de le guider jusqu'aux portes de l'école. En chemin, les deux s'arrêtent dans un petit parc où Konoi casse son gâteau en deux et tend un morceau à Shogo. Pendant qu'il mange, elle lui essuie doucement la bouche avec son mouchoir. Shogo rougit, surtout après avoir aperçu ses intrigues rebondissantes. Kono rougit aussi et murmure doucement que leur rencontre ressemble à un destin. Mais les gars, ils pensent que le destin va aussi se coucher. Plus tard, leur professeur principal, Maiko, conduit Shogo en classe où il fait sa présentation. Il finit par s'asseoir à côté de Konoi, qui est délégué de classe. Et de l'autre côté, se trouve Miyabi, une fille silencieuse qui évite de le regarder, ne jetant que des coups d'œil timides quand elle pense qu'il ne la remarquera pas. Après les cours, Shogo sort avec Konoi pour jeter les ordures. En marchant, il remarque que les autres filles le regardent avec audace, comme s'il était un Johnny Sins. Konoi aperçoit alors la cicatrice sur sa tête et demande en plaisantant si tu as traversé une rupture. Shogo rit parce que, les gars, il est un détenteur de carte V de 20 ans, tout comme certains d'entre vous, expliquant qu'il a eu la cicatrice quand il était enfant et a perdu une partie de ses souvenirs d'enfance à cause de cela. Se sentant gêné, il s'excuse de lui avoir montré quelque chose d'aussi dégoûtant, mais Konoi ne semble pas du tout dérangée. Elle se penche même plus près, comme si elle allait l'embrasser. À ce moment-là, Miyabi interrompt en leur lançant une canette vide, interpellant Konoi pour ce qu'elle pense être en train de faire. Avant que Konoi puisse répondre, deux filles arrivent et l'emmènent pour une réunion de délégués de classe. Une fois que Konoi part, Miyabi croise les bras et taquine Shogo pour flirter déjà avec des filles dès son premier jour. Shogo explique rapidement que Konoi vérifiait seulement sa cicatrice. Curieusement, cette réponse fait sourire un peu Miyabi. Sortie de nulle part, elle lui demande soudain de l'embrasser, laissant Shogo complètement stupéfait car il ne sait pas comment embrasser une fille. Il continue de la repousser et après quelques échanges, Miyabi fait la moue, s'énerve et s'en va en furie. Je pense, les gars, qu'il n'a pas pu la satisfaire. Cette nuit-là, Shogo rentre dans son nouvel appartement et trouve un colis mystérieux devant la porte. Un colis qu'il est sûr de ne jamais avoir commandé. À l'intérieur, il y a un gâteau d'anniversaire avec son nom dessus. Non seulement cela, mais il découvre aussi sa figurine d'action préférée ainsi qu'une vieille photo de lui enfant jouant avec une jeune fille. Juste au moment où il essaie de comprendre, le téléphone sonne. À l'autre bout, la même fille du funérail appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle lui dit calmement qu'elle est sa sœur cadette et affirme que la photo prouve qu'ils ont passé du temps ensemble quand ils étaient petits. Shogo demande rapidement où elle habite, mais au lieu de donner une réponse claire, elle laisse entendre qu'elle fréquente la même académie que lui avant de raccrocher. Le lendemain en classe, Shogo ne peut pas se sortir cette idée de la tête. L'idée d'avoir une sœur secrète rôdant quelque part autour de lui le rend fou, surtout qu'il doit choisir une future épouse. Il est coincé à s'inquiéter que la fille qu'il choisit soit sa sœur. Ce scénario cauchemardesque ne cesse de se répéter dans sa tête, comme si leurs enfants allaient être inutiles, tout comme lui.
Après les cours, Shogo remarque une fille étrange qu'il observe secrètement et décide de la suivre jusqu'au toit. Sortie de nulle part, elle l'appelle frérot, lui causant presque une crise cardiaque. Mais avant qu'il ne puisse réagir, elle l'invite tranquillement à visiter son café à thème de sœur. C'est alors que Shogo réalise qu'elle n'est pas vraiment sa sœur. Elle joue juste ce rôle pour son entreprise. Elle se présente alors comme Mei et admet qu'elle le suit parce qu'elle veut tout savoir sur son partenaire potentiel dans le café. Le lendemain, Shogo sèche l'école pour vérifier si le nom de Mei apparaît dans son registre familial, mais il ne trouve rien. Soudain, un garçon cagoulé apparaît derrière lui pressant un couteau dans le dos et lui ordonnant de marcher tranquillement dans une ruelle voisine. Shogo panique mais obéit, seulement pour que le garçon s'excuse une fois qu'ils sont seuls. Il se présente comme Monsieur X, un agent de l'association Seryu, un groupe secret destiné à soutenir sa famille. X explique qu'il a suivi l'enquête de Shugo sur le passé de son père. Avant que Shugo puisse s'expliquer, X demande directement si cela concerne sa petite sœur cachée. Shugo est stupéfait et exige de savoir si c'est vrai. X lui dit que c'est possible puisque sa mère a déjà mentionné quelque chose de similaire à l'un de ses associés. Shugo avoue alors l'appel d'anniversaire qu'il a reçu d'une fille mystérieuse qui prétendait être sa sœur et qui a même dit qu'elle voulait l'épouser. X l'avertit que si Shugo choisit accidentellement sa véritable sœur comme épouse, le scandale pourrait détruire la réputation de la famille Mikadono. Horrifié à l'idée de vivre dans une situation familiale tordue, Shugo supplie X d'en parler à sa mère. Mais X répond calmement qu'il l'a déjà fait et qu'elle n'a aucune connaissance de cette fille, ni ne souhaite en savoir plus. X lui dit que la seule personne qui peut révéler la vérité est la sœur elle-même. Il demande ensuite si Shugo a rencontré des filles inhabituelles à l'école, avertissant que sa sœur pourrait délibérément essayer de le séduire pour qu'il la choisisse comme épouse. Maintenant, chaque sourire, chaque rougissement, chaque rencontre rapprochée à l'école semble soudainement suspect, laissant Shugo plus paranoïaque que jamais. L'esprit de Shugo est envahi de doutes et le lendemain matin, il suranalyse chaque détail. Sur le chemin de l'école, il tombe sur Konoe qui lui parle joyeusement du bal annuel, organisé par le conseil des élèves. Elle lui demande timidement s'il aimerait y aller avec elle, et Shugo accepte immédiatement sans hésiter. Juste à ce moment-là, Miyabi passe devant eux avec sa langue acérée habituelle, leur disant d'arrêter de flirter en public puisqu'ils vont être en retard. Lorsqu'ils arrivent enfin en classe, Maiko annonce qu'il y a un nouvel élève transféré. À la grande surprise de Shugo, c'est nul autre que Ems. X maintenant déguisé en étudiant nommé Ikusu. Shugo a du mal à le comprendre et avant qu'il ne puisse réagir, un autre camarade de classe s'exclame pourquoi ils ont soudainement deux nouveaux élèves transférés d'affilée. Maiko l'écarte d'un geste désinvolte, disant que ce n'est qu'un coup de chance. Juste après les présentations, Ikusu s'approche de la fille assise devant Shugo et la convainc de changer de place pour qu'il puisse rester près de lui. Une fois le cours terminé, Shugo l'entraîne à part et lui demande ce qu'il mijote vraiment. Ikusu admet qu'il est là pour le surveiller, s'assurant qu'il ne tombe pas accidentellement amoureux de sa propre sœur. Pour aider, Ikusu suggère de vérifier l'ADN de chaque fille avec qui Shugo s'implique. Il lui dit même de collecter des échantillons de salive pour des tests en laboratoire. Shugo proteste immédiatement, soulignant à quel point il serait incroyablement gênant de demander à une fille sa salive. Ikusu sourit et lui tend une seringue remplie d'une formule qui fait baver n'importe qui de manière incontrôlable, comme un chien attendant sa nourriture. Alors qu'Ikusu explique les effets secondaires peu agréables, un groupe de filles apparaît soudainement sur le toit, criant d'admiration pour Ikusu comme des fans. Leur arrivée soudaine oblige les deux à conclure leur conversation. Plus tard, en quittant l'école, Ikusu enlace Shugo par le bras de manière décontractée. Gêné, Shugo siffle qu'ils sont tous les deux des garçons. Alors pourquoi s'accroche-t-il à lui? Ikusu répond que c'est le moyen parfait pour éloigner les autres filles. Et à en juger par les regards, ça fonctionne. Bien que maintenant, tout le monde murmure que Shugo pourrait pencher de l'autre côté. Lorsqu'ils arrivent à l'appartement de Shugo, Ikusu revendique la douche en premier. Ikusu le taquine de ne pas regarder et Shugo, levant les yeux au ciel, rétorque qu'il n'a aucun intérêt à vérifier son petit joystick. Mais les gars, dit Ikusu, tout le monde n'a pas un petit joystick comme lui. Un peu plus tard, Shugo se souvient qu'il a laissé les serviettes dehors pour sécher et se précipite pour en donner une à Ikusu. Le timing ne pourrait pas être pire. Ikusu sort de la douche, dégoulinant, et Shugo se fige en voyant ses formes généreuses bien en vue. C'est alors qu'il réalise Ikusu est en fait une fille. Plus tard, elle s'allonge nonchalamment sur son lit comme ma copine la dernière nuit, lui donnant des ondes totalement romantiques, et Shugo apprend qu'elle cache son vrai genre parce que son organisation ne recrute que des hommes.
Quant à la raison pour laquelle elle se prélasse sans vêtements, Ikusu explique qu'elle doit laisser son corps respirer quotidiennement pour que son odeur reste cachée, lui permettant de se fondre naturellement dans son environnement. Mais les gars, Shugo a du mal parce que son joystick est toujours en marche. Ce soir-là, Shugo s'habille élégamment pour la soirée dansante de l'école, attendant à la porte pour Konoe. Peu de temps après, elle arrive dans une limousine noire, absolument ravissante. Shugo ne peut s'empêcher de la fixer, complètement captivé par sa beauté. Les deux se prennent par le bras et entrent ensemble, créant une ambiance parfaite jusqu'à ce que la présidente du conseil des élèves, Mana, fasse irruption, attirant instantanément l'attention de tout le monde. Juste au moment où les choses s'animent, la vice-présidente Rinka coupe la musique, réprimandant Mana en disant que ce n'est pas ce genre de fête. Konoe chuchote à Shugo que Rinka n'est qu'en première année, mais parce qu'elle est si stricte sur les règles, elle a été placée directement sous la direction de Mana. Avec cela, Rinka lance officiellement le bal et les couples commencent à remplir la piste de danse alors que la musique envahit la salle. Shugo se tourne vers Konoe, lui demandant la première danse. Elle sourit mais le prévient à l'avance qu'elle pourrait accidentellement lui marcher sur les pieds. Alors que la musique s'écoule, Shugo et Konoe se déplacent ensemble sur la piste, leur synchronisation si naturelle qu'on dirait qu'ils ont répété pendant des semaines. Le public le remarque rapidement et lorsqu'ils terminent, la salle se remplit d'applaudissements nourris pour leur équilibre parfait. Juste après, Mana intervient et demande à Konoe de danser avec elle ensuite. Pendant ce temps, Rinka s'approche de Shugo et suggère calmement qu'il devrait aussi faire équipe. Shugo hésite un instant mais accepte, attirant tous les regards alors que les deux prennent la vedette. Leur danse surprend la foule. Rinka exécute des pirouettes gracieuses tandis que Shugo suit ses pas avec fluidité. Refusant de se laisser surpasser, Rinka accélère, ajoutant plus de panache. Shugo relève le défi, répondant avec des mouvements précis. Lorsque Rinka glisse soudainement en plein tour, Shugo la rattrape instantanément, donnant l'impression d'un mouvement planifié. La foule éclate en applaudissements pour leur performance. Submergé par l'excitation, Mana saute soudainement sur le dos de Shugo, le déséquilibrant. Il tombe sur Rinka, posant accidentellement ses mains sur les portes du paradis, le laissant figé de honte totale. Avant que Shugo puisse s'expliquer, Rinka se remet sur ses pieds et lui écrase le visage avec sa chaussure. Humilié, il sort de la salle et remarque Miyabi, assise tranquillement près de la fontaine. Curieux, il s'approche et demande pourquoi elle est ici. Miyabi admet qu'elle n'aime pas les fêtes bruyantes ou les danses bondées. Shugo fait remarquer doucement que puisqu'elle s'est déjà habillée et est venue jusqu'ici, elle devrait au moins s'amuser à l'intérieur. Au lieu d'apprécier le geste, Miyabi rétorque qu'elle ne veut danser avec personne et exige qu'il la laisse tranquille. Shugo ne recule pas, disant calmement qu'il veut danser avec elle. Quand Miyabi refuse de retourner dans la salle, il propose qu'il danse dehors à la place. Déconcertée, elle finit par céder, glissant sa main dans la sienne. Sous le clair de lune, les deux commencent à bouger en harmonie, leurs pas gracieux et naturels. Pendant ce temps, Konoe cherche partout dans la salle de bal, inquiète de ne pas trouver Shugo. Dehors, alors que leur routine tranquille se termine, le haut de Miyabi se desserre soudainement. Gênée, elle serre immédiatement Shugo contre elle pour le cacher. Mal à l'aise, il lui dit de remettre ses vêtements en place, mais elle refuse, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas qu'il voie. Juste à ce moment-là, Konoe arrive et aide rapidement Miyabi à ajuster sa tenue, tandis que Shugo se détourne en couvrant ses yeux avec ses mains, comme un puceau de 40 ans. Ce soir-là, Shugo rentre à son appartement et reçoit bientôt un autre appel mystérieux de sa supposée sœur. Elle lui dit gentiment qu'elle a aimé le regarder au bal et avant qu'il ne puisse deviner qui elle est, elle lâche qu'elle prévoit de l'épouser. Sans attendre de réponse, elle raccroche brusquement, laissant Shugo complètement bouleversé. Pendant ce temps, Miyabi rentre chez elle, se sentant morose, boudeuse à propos de son manque de courbe. Elle se demande si les gars n'aiment que les silhouettes plus généreuses, puis se convainc rapidement que Shugo doit préférer les filles de sa taille. S'accrochant à cette pensée, elle essaie de calmer ses nerfs. Le lendemain matin, Shugo se réveille pour voir Ikusu, se prélassant nonchalamment dans son appartement, ne portant absolument rien. Surpris, il exige de savoir ce qu'elle fait là. Ikusu explique calmement qu'elle avait une mission tardive, avait besoin d'une douche et a décidé d'utiliser son appartement. Lorsqu'il demande comment elle est entrée, elle sourit et dit qu'une simple épingle à cheveux suffit pour ouvrir les portes. Elle mentionne ensuite une idée qu'elle a eue en se baignant. S'il se mariait, sa sœur ne pourrait pas. Sans aucune hésitation, Ikusu suggère audacieusement qu'il se marie et ait des enfants, croyant naïvement que se tenir la main au lit suffirait. Elle pense, les gars, qu'une fée est venue et lui a donné un bébé. Après que Shugo ait expliqué maladroitement comment les bébés sont réellement faits, il suppose qu'Ikusu abandonnera enfin l'idée. Au lieu de cela, elle devient encore plus excitée et insiste pour qu'il lui fasse une démonstration en direct. Elle le pousse soudainement et juste vers son joystick, Konoe et Miyabi entrent
directement dans la pièce, car tous deux croient encore qu'Ikusu est un homme et n'en croient pas leurs yeux. Ce soir-là, après être sorti de la douche, Shugo reçoit un autre appel mystérieux de sa prétendue sœur. Elle taquine en disant qu'elle est dans le bain et demande s'il veut un accès gratuit à son contenu privé. Shogo la rejette immédiatement avec un non catégorique. Elle demande alors sournoisement s'il aime les garçons ou préfère les filles. Et sans hésitation, il s'exclame qu'il aime les filles. Voulant des réponses, Shogo exige qu'elle se révèle, mais elle dit en plaisantant qu'elle ne le fera que lorsqu'il avouera qu'il l'aime. Hésitant, il prononce les mots à contre-cœur, mais elle raccroche sans rien révéler. Cette nuit-là, le stress de Shogo se transforme en cauchemar où chaque fille de l'école prétend être sa sœur, le laissant en sueur froide à son réveil. À sa grande surprise, Konoe et Miyabi sont dans son appartement comme s'il s'agissait du leur. Ils expliquent qu'ils sont venus pour le remettre sur le droit chemin, affirmant qu'il a agi un peu trop efféminé dernièrement. Ils pointent également le flyer du Lyrical Sisters Café que Mei lui a donné et l'accusent de désespérément chercher une figure de sœur. Avant que Shogo puisse se défendre, Konoe intervient et l'exhorte à se préparer pour l'école. Elle commence à déboutonner sa chemise, insistant que c'est tout à fait normal entre frères et sœurs, mais Miyabi n'est pas d'accord, disant que de vraies sœurs seraient plus naturelles. Pour prouver son point, elle sort nonchalamment un short de Shogo, affirmant qu'il l'a laissé traîner, puis lâche la bombe qu'elle a dormi dedans la nuit précédente. Horrifiée, Shogo réalise qu'elles sont toutes les deux complètement déséquilibrées et les met immédiatement à la porte de son appartement. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Konoe et Miyabi coincent à nouveau Shogo, le laissant dépasser. Il se tourne vers Ikusu pour obtenir du soutien, mais elle rit simplement de sa misère et refuse d'intervenir. Avec son approbation silencieuse, les filles traînent Shogo dans un café, lui servant un repas étrangement spécifique qui finit par booster son énergie plus tard dans la soirée. Les choses dégénèrent rapidement lorsque les deux filles prennent une douche ensemble, se complimentant sans vergogne sur qui a les plus gros atouts, essayant clairement de briser la retenue de Shogo. Ensuite, il se glisse dans son lit, insistant sur le fait qu'il est normal pour des frères et sœurs de dormir ensemble. Shogo sent qu'il perd le contrôle, car les gars, son joystick est maintenant complètement chargé, surtout avec la possibilité que l'une d'elles soit sa sœur qui plane au-dessus de lui. Il a une idée désespérée. Si sa sœur appelait à ce moment-là, cela prouverait que Konoe et Miyabi n'étaient pas elle, et il serait enfin libre de passer à l'action. Malheureusement, cet appel ne vient jamais, le laissant coincé dans une lutte maladroite contre ses propres pulsions alors que les filles se rapprochent. Pour aggraver les choses, elle remarque qu'il transpire et décide de se déshabiller davantage, prétendant que c'est juste pour le rafraîchir, exhibant leurs atouts en flirtant ouvertement. Shogo prie silencieusement pour que son téléphone sonne, mais la nuit s'étire sans pitié et il finit par rester éveillé jusqu'au matin, aussi les gars, son joystick complètement chargé toute la nuit. Le lendemain, Konoe et Miyabi le poursuivent dans les couloirs, toujours déterminés à corriger ses supposées habitudes fruitées. Shogo parvient à se réfugier dans la salle du conseil des élèves seulement pour faire face à un nouveau problème. Dehors, Miyabi reproche à Konoe de l'avoir perdu, taquinant que sa grande poitrine les a ralentis, déclenchant une petite dispute avant qu'elles ne se séparent. À l'intérieur, Shogo se confie à Mana et Rinka, qui lui conseillent simplement de rejeter les filles carrément. Shogo admet qu'il est tenté, mais qu'il ne peut pas se résoudre à choisir quand l'une d'elles pourrait être sa sœur. Il explique vaguement que c'est une situation compliquée. Mana suggère plutôt qu'il se lie d'amitié avec elle, ajoutant que si quelqu'un qu'elle aimait continuait à fuir, cela lui ferait très mal. Ces mots font réfléchir Shogo et il part à leur recherche. Il trouve Miyabi, qui est visiblement contrariée qu'il les évite constamment. Elle dit que Konoe est déjà partie et qu'elle s'en va aussi, car elle a des courses à faire. Shogo décide de l'accompagner et Miyabi finit par l'emmener dans un magasin de vêtements pour choisir un nouveau maillot de bain. Plus tard dans la journée, la pluie commence à tomber, obligeant Shogo et Miyabi à courir en se protégeant avec leurs sacs. Au milieu de tout ça, le coup du camion échoue une deuxième fois dans cet anime. Dites-moi dans les commentaires, les gars, comment c'est possible? Mais Shogo réagit instantanément, la tirant dans ses bras et la sauvant juste à temps. Ensuite, il se dirige vers le dortoir des filles, où Miyabi lui dit fermement qu'il ne partira pas avant de s'être séché avec une douche. À l'intérieur de la salle de bain, Shugo remarque quelque chose d'étrange. Une figurine de sa série préférée est posée dans la baignoire. Soupçonneux, il se demande pourquoi elle possède le même objet de collection rare et commence rapidement à envisager la possibilité que Miyabi soit sa sœur. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, Miyabi entre soudainement en maillot de bain, s'attendant clairement à ce qu'il perde son calme. Au lieu de cela, Shogo reste calme, lui lance un regard sérieux et lui demande directement qui elle veut vraiment épouser. Après une pause, Miyabi admet doucement qu'au fond d'elle, elle a toujours voulu que ce soit lui. Convaincu par les preuves, Shogo dit finalement à Miyabi qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est sa sœur. Avant qu'il ne puisse continuer, Miyabi le coupe rapidement, lui ordonnant de partir immédiatement. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Shogo reçoit un appel d'Ikusu qui essaie de le tromper en utilisant un changeur de voix. Shogo voit immédiatement à travers le stratagème
stratagème, expliquant que sa vraie sœur en utilise aussi un, mais que le sien sonne beaucoup plus fluide et naturel. Il ajoute qu'il doit être étanche puisqu'elle l'a déjà appelé alors qu'elle était dans le bain. En entendant ce détail, Ikusu promet d'approfondir la question et raccroche soudainement. Le lendemain à l'école, Shogo interpelle Miyabi dans le couloir, mais elle s'enfuit dès qu'elle entend sa voix. Peu après, Konoe le trouve et lui demande doucement s'il va bien, et il insiste sur le fait qu'il va bien. Pendant le cours, un élève essaie de flirter avec Meiko, mais se fait rembarrer, ce qui fait rire la classe. Miyabi, cependant, ne réagit pas et continue de regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Konoe remarque l'atmosphère gênante et plus tard, accule Shogo, l'exhortant à être honnête. Shogo l'ignore d'abord, mais Konoe insiste, inquiète que Miyabi ne retombe dans son ancienne habitude de fermer les autres. Voyant son inquiétude, Shogo admet qu'il garde un lourd secret et lui fait promettre de ne le dire à personne. Il révèle ensuite la vérité que Miyabi est sa sœur, laissant Konoe figée de choc, comme si elle venait de voir quelque chose d'incroyable. Pendant le cours suivant, Miyabi jette un bref coup d'œil à Shogo, puis se retourne immédiatement vers la fenêtre, le laissant perplexe. Il remarque également que Konoe est introuvable. Après la fin des cours, Shogo sort les poubelles tout seul, mais en le faisant, il reçoit soudain un appel de sa supposée sœur. La voix dit simplement « au revoir » avant de raccrocher, le rendant encore plus confus. Juste après, Ikusu appelle pour expliquer qu'elle était celle qui imitait la voix précédente. Elle révèle également que sa véritable sœur utilise un téléphone prototype de la société Kyushu, un appareil avec un modificateur de voix intégré. Le téléphone a été retiré après sa sortie en raison de réactions négatives, et la plupart des exemplaires ont été rappelés. Ikusu envoie alors à Shogo une photo du modèle, lui disant que celui qui le possède est certainement sa sœur. Instantanément, Shogo se souvient avoir vu ce téléphone exact dans la main de Konoe. Il termine l'appel et se précipite pour la trouver. En chemin, il tombe sur Mana et Rinka, qui l'avertissent de ne pas courir dans les couloirs, sinon il risque de percuter quelqu'un. Il explique rapidement la situation et leur demande de l'aider à localiser Konoe. Ils acceptent de chercher, se séparant pendant que Shogo continue. Bientôt, il rencontre Mei, qui essaie de l'inviter à nouveau au Sister Café, mais Shogo l'ignore, concentré uniquement sur Konoe. Dehors, il aperçoit Miyabi, qui essaie d'abord de l'ignorer. Shogo lui attrape le bras et la supplie de l'aider à retrouver Konoe. Suivant son instinct, il se dirige vers la pâtisserie où il l'a rencontrée pour la première fois, mais elle n'y est pas. Se souvenant de leur premier jour, il se rend compte qu'elle mangeait toujours du gâteau dans le parc à proximité. Effectivement, il trouve Konoe assise tranquillement sur un banc. Shogo lui dit qu'il a compris. Konoe l'appelle alors avec son propre téléphone et s'excuse pour tous les jeux d'esprit. En larmes, elle admet qu'elle est la sœur qu'il cherchait. Assis ensemble, elle lui rappelle la photo de son anniversaire. Shogo dit qu'il ne se souvient pas parce qu'une grande partie de ses souvenirs d'enfance a été perdue. Konoe se rappelle alors le jour où leur père les a emmenés au parc d'attractions, partageant combien elle s'était amusée avec lui à l'époque. Konoe se souvient qu'il y a des années, alors qu'il rentrait à pied, une voiture a foncé vers elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, Shogo l'a poussée hors du chemin, prenant l'impact lui-même. Même s'il était blessé, il lui a souri, soulagé qu'elle soit en sécurité. À partir de ce jour, elle a commencé à le voir comme son héros, et ce sentiment n'a jamais changé. Mais après l'accident, leurs parents ont commencé à s'éloigner, et elle a perdu contact avec lui. Plus tard, quand il a été transféré dans cette académie, elle a aperçu son dossier sur le bureau du professeur, et a noté ses coordonnées. Voulant raviver ses souvenirs, elle lui a envoyé le gâteau, la photo d'enfance, et même la figurine de son super-héros préféré. Quand Shugo demande pourquoi elle a utilisé le changeur de voix, Konoe explique que son père avait conçu ce téléphone. Après l'annulation du modèle, elle en a secrètement gardé un et a utilisé la voix d'un personnage de son émission d'enfance adorée. Au début, c'était juste une blague, puisqu'elle l'admirait toujours comme un grand frère. Mais quand Shogo a été convaincue qu'elle était sa vraie sœur, elle a réalisé qu'elle était allée trop loin. Elle s'excuse, admettant qu'elle s'est sentie horrible au moment où il a dit qu'il lui faisait confiance sur le toit. Alors elle a décidé de ne plus jamais appeler. Shogo la rassure, disant que les héros n'abandonnent jamais quelqu'un qui a besoin d'eux. En entendant cela, Konoe se penche lentement pour un baiser, mais Miyabi fait irruption, les accusant de ne pas respecter leur promesse de compétition loyale. Konoe explique tout, et Miyabi comprend enfin pourquoi Shogo croyait qu'elle était sa sœur la nuit précédente. Avec la confusion dissipée, Miyabi déclare audacieusement qu'il peut l'épouser maintenant. Surprise, Konoe demande ce qu'elle veut dire. Miyabi révèle qu'il y a des années, Shogo lui a fabriqué une bague de mariage de fortune, prouvant qu'elle faisait aussi partie de son passé. Ce souvenir ravive la mémoire de Shogo. Lorsqu'il a été hospitalisé, le père de Miyabi a été admis au même endroit. Pendant les visites, Miyabi jouait avec lui dans la cour, où elle remarqua sa perte de mémoire, mais s'attacha à lui malgré tout. Quand son père se rétablit, elle ne put plus voir Shogo et pleura chaque jour, priant pour des retrouvailles.
Quand il a été transféré dans son école, elle a senti que ses prières avaient été exaucées. Elle dit à Shogo que lorsqu'il a demandé qui elle voulait épouser, elle a pensé que ses souvenirs étaient revenus, c'est pourquoi elle a avoué que ça avait toujours été lui. Miyabi insiste sur le fait que ses sentiments sont sincères, qu'elle veut vraiment l'épouser. Konoe est cependant interrompt, précisant qu'elle a le même souhait. Les deux se disputent et conviennent de garder les choses équitables entre elles. À ce moment-là, il est certain qu'aucune d'elles n'est sa sœur. Shogo mentionne alors la fille mystérieuse qu'il a approchée aux funérailles de son père. Konoe et Miyabi insistent toutes deux qu'elle n'était pas là, prouvant que ça ne pouvait être ni l'une ni l'autre. Cela laisse Shogo là où il a commencé, toujours à la recherche de sa sœur secrète, qui vit sa vie cachée ailleurs. Le lendemain matin, Shogo se réveille pour trouver Konoe penchée sur lui, ses intrigues rebondissantes juste devant son visage. Elle lui rappelle en plaisantant que puisqu'il a déjà joué au mari avec Miyabi quand ils étaient enfants, il est juste qu'il agisse maintenant comme son partenaire de jeune marié. Avant qu'il ne puisse répondre, Miyabi entre, portant un tablier comme une épouse, rejoignant le chaos ludique. Les deux filles commencent à rivaliser pour attirer son attention, laissant Shogo déconcerté et criant de frustration, alors qu'elle joue avec son cœur. Le jour suivant, Shugo est réveillé en sursaut par un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, c'est sa demi-sœur au téléphone. Elle lui demande calmement s'il se souvient de l'avoir rencontré lors des funérailles de leur père, puis admet qu'elle s'est inquiétée pour lui. Elle le gronde de veiller tard chaque nuit, l'avertissant d'arrêter de s'épuiser. Shogo insiste qu'il ne faisait que ses devoirs, mais demande ensuite comment elle connaît ses habitudes personnelles. Elle révèle la réponse. Elle fréquente la même école que lui. Shogo déclare fermement qu'il ne l'épousera jamais, mais elle répond de manière inquiétante que c'est le destin avant de raccrocher. Alors que Shogo s'apprête à partir pour l'école, il trouve Konoe qui l'attend à sa porte. Elle explique joyeusement qu'elle s'est levée tôt et a pensé qu'ils devraient marcher ensemble. Shogo, encore à moitié endormi, reste là, perplexe. Quand Konoe demande s'il est encore resté éveillé tard, il se fige. Sa sœur avait dit exactement la même chose au téléphone. Avant qu'il ne puisse réagir, Konoe se penche et lui donne un baiser rapide, insistant sur le fait qu'il en a besoin pour se réveiller correctement. Plus tard en classe, Shugo ne peut s'empêcher de repenser au baiser, imaginant même ce que ce serait d'épouser Konoe. Son fantasme dérive jusqu'à se réveiller avec elle chaque matin avec une fellation, jusqu'à ce que la pensée horrifiante lui vienne qu'elle pourrait être sa sœur. Le choc le fait crier au milieu de la classe. Ensuite, il se confie à Ikusu, admettant qu'il a reçu un autre appel de sa supposée sœur. Ikusu est perplexe car le seul téléphone avec ce changeur de voix devrait appartenir à Konoe. Bien qu'Ikusu soupçonne Konoe, Shogo soutient qu'elle ne risquerait pas de se dévoiler aussi ouvertement. Il conclut que quelqu'un d'autre doit également avoir un des téléphones prototypes, bien que l'origine de l'idée du changeur de voix reste un mystère. Ikusu lui rappelle qu'il a déjà expliqué toute la situation à Mana, Rinka et Mei, donc il est possible que l'une d'elles ait entendu et utilise l'information. Alors qu'il parle, une fille apparaît et l'invite au club de journalisme. Curieux, Shogo suit et rencontre la présidente Area, qui affirme l'observer depuis un moment et veut interviewer le garçon que toutes les filles appellent leur prince. Shogo refuse catégoriquement et rentre chez lui. Pendant les jours suivants, sa sœur continue de le réveiller tôt avec des appels énigmatiques, épuisant sa patience. Un matin, c'est Miyabi qui l'attend à sa porte à la place. Inquiète, elle dit qu'elle est venue le voir car il agit étrangement. Quand Shogo admet que c'est par manque de sommeil, Miyabi tire la mauvaise conclusion, l'accusant de s'occuper toute la nuit. Pour aggraver les choses, elle révèle qu'elle porte un maillot de bain sous ses vêtements. Shogo panique et essaie de rabaisser sa jupe, mais la soulève accidentellement, exposant ce qu'il y a en dessous. Miyabi interprète mal le geste, pensant qu'il veut réaliser son fantasme sur le balcon, ce qui l'excite. L'ambiance change instantanément lorsque Konoe arrive, son aura sombre et lourde, regardant jalousement comme ma 69e petite amie. À l'école, Shogo est complètement épuisé et décide de faire une sieste à l'infirmerie pendant le déjeuner. Avant de pouvoir rentrer, il tombe sur Mei, qui remarque immédiatement les cernes sous ses yeux. Elle lui dit qu'il y a un meilleur endroit pour se reposer et propose de lui montrer. Shogo accepte et elle dit qu'il peut utiliser son coin privé tant qu'il promet de visiter le café de sa sœur lyrique au moins une fois. Elle le conduit à la salle des matériaux, où un matelas de fortune est caché à l'arrière. Mei enlève son manteau avec désinvolture et s'allonge, annonçant qu'elle va dormir là aussi. Voyant la réaction embarrassée de Shogo, elle le rassure en disant que c'est bon. Ils ont le même âge, même si elle est techniquement son aînée d'1 mois seulement. Ces mots le calment légèrement, mais être allongé si près d'une autre fille le rend nerveux tandis que Mei s'endort sans souci. Bientôt, elle commence à faire de petits bruits en dormant, ce qui rend Shogo encore plus agité. Incapable de se détendre, il se lève et remarque un magazine 69 caché dans le coin.
Il hésite maladroitement à se distraire avec, mais avant qu'il ne puisse décider, Mei se réveille et le surprend debout près de là, d'un air suspect. Ce dimanche-là, Shogo se rend au club de natation, prétendant admirer les athlètes, bien qu'en réalité il attende que Miyabi termine son entraînement. Une fois qu'elle a fini, il l'emmène directement au café de la sœur lyrique de Mei. À l'intérieur, ils sont accueillis par Kurumi, l'une des serveuses, qui les traite avec enthousiasme comme des frères et sœurs selon le thème du café. Après s'être installé, Shogo attaque son omelette, mais le regrette immédiatement. Le goût est terrible aussi. À ce moment-là, Mei apparaît en tenue de soubrette, ce qui pousse Shogo à demander pourquoi tout le personnel est habillé ainsi. Mei explique à Shogo que le personnel du café ne sont pas des serveuses du tout, ce sont des sœurs. Et le thème d'aujourd'hui est le jour de la petite sœur mariée, où l'acte consiste à prétendre que votre sœur devient votre outil d'applaudissement. Désolé les gars, je veux dire votre femme. Le concept entier est beaucoup trop proche de la réalité pour Shogo, le laissant transpirer nerveusement. Le lendemain matin, Shogo est à nouveau épuisé par le manque de sommeil après un autre appel tardif de sa soi-disant sœur. Espérant faire une sieste, il retourne à la salle des matériaux, mais fait presque demi-tour en voyant Mei à l'intérieur portant une tenue complète de fille-chat. Gêné, il essaie de partir, mais elle le tire rapidement à l'intérieur, s'excusant de l'avoir surpris. Elle explique qu'elle testait simplement un nouvel équipement de costume pour le café. Curieux, Shogo lui demande pourquoi elle gère même un tel endroit. Mei s'ouvre à lui racontant sa véritable histoire. Elle a grandi dans un orphelinat après que son père soit parti. Mais même enfant, elle excellait en mathématiques. Un professeur d'université l'a finalement adoptée, croyant que son talent devait être cultivé. Des années plus tard, son père adoptif est parti à l'étranger pour enseigner, laissant Mei et sa mère gérer le café ensemble. Lorsque sa mère est décédée, le café a été vendu et Mei n'a eu d'autre choix que de partir. Cependant, son beau-père a ensuite publié un article scientifique sous son nom, ce qui lui a rapporté de l'argent. En utilisant cela, elle a pu racheter le café et continuer à le gérer seule. Alors qu'elle fouille dans une pile de livres pour trouver l'ancien document, Shogo propose de l'aider à organiser le désordre. Pendant qu'ils travaillent ensemble, quelque chose attire son attention. Un téléphone posé sur son bureau. Il ressemble exactement au modèle prototype que Konoe utilise, et le voir là le fige, le laissant se demander ce que cela signifie vraiment. Plus tard, Shogo explique tout ce qu'il a vu à Ikusu, qui soupçonne immédiatement que Mei pourrait en fait être sa sœur. Il lui parle aussi des antécédents de Mei, comment elle a été abandonnée enfant et recueillie par un orphelinat, ce qui signifie que son anniversaire officiel n'est pas le vrai, mais juste la date à laquelle elle a été trouvée. À ce moment-là, Araya du club de journalisme réapparaît, insistant sur le fait qu'elle veut recueillir plus d'informations pour ses articles. Puisque Shogo semble proche de Mei, elle demande si la rumeur selon laquelle Mei ferme son café et retourne aux États-Unis est vrai. Choqué, Shogo se précipite dans la salle des matériaux et confronte directement Mei, exigeant de savoir pourquoi elle ferme le café alors qu'il contient tant de souvenirs pour elle. Mei admet tranquillement qu'elle a promis un jour à son père qu'elle consacrerait sa vie à la recherche, et avec le café en difficulté, elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix que de tenir cette promesse. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas faite pour les affaires, mais Shogo souligne que le vrai problème est la cuisine terrible qui fait fuir les gens. Il propose de l'aider à attirer des clients, ce qui laisse Mei légèrement embarrassée mais touchée. Plus tard, Mei réfléchit à leur conversation. Même si elle n'a pas beaucoup confiance dans le sens des affaires de Shogo, elle murmure pour elle-même que tout se déroule selon son propre plan. Le lendemain, Shogo travaille à la création d'un flyer pour la publicité du café. Alors qu'il esquisse des idées, Miyabi s'approche et essaie de lui poser des questions, mais il l'ignore et file vers la salle du club de manga. Une fois là-bas, il accule Tanaka, lui demandant de concevoir une illustration adorable pour l'annonce. Shogo promet qu'il rendra l'appareil plus tard, laissant Tanaka à la fois amusé et confus par son désespoir. Ensuite, Shogo passe par le club de journalisme et accepte enfin de faire une interview avec Araya, mais seulement si elle promet de placer une publicité pour le café de Mei dans son prochain numéro. L'accord conclu, il retourne en classe, bien que Miyabi remarque immédiatement qu'il semble toujours perturbé. Quand elle demande ce qui ne va pas, Shogo admet qu'il est obsédé par l'amélioration des flyers. Miyabi suggère doucement qu'il devrait se détendre au lieu de trop réfléchir. Juste à ce moment-là, Mei entre, traînant Konoe dans une tenue complète de fille-chat. Mei explique qu'elle a convaincu Konoe d'aider au café pendant l'événement à venir. Shogo est stupéfait, s'envoie devant l'adorable apparence de Konoe, mais Miyabi devient rapidement jalouse et commence à lui lancer des commentaires sarcastiques. Konoe refuse de reculer, déclarant audacieusement qu'elle prouvera qu'elle est la meilleure petite sœur du
du café. Au milieu de son discours passionné, la queue de chat mécanique attachée à sa tenue se redresse soudainement, soulevant sa jupe et révélant bien plus que prévu. Shugo est presque décontenancé, tandis que Mei explique calmement que la queue est un équipement de haute technologie qui réagit à l'état émotionnel de la personne qui la porte. Après quelques taquineries, Miyabi décide de partir pour l'entraînement du club de natation. Shugo lui souhaite bonne chance, et son sourire montre combien cela compte pour elle. Plus tard, Shugo et Mei approchent Rinka pour obtenir de l'aide afin d'améliorer le menu du café. Rinka prépare une omelette au goût incroyable, impressionnant Mei au point qu'elle décide immédiatement de l'ajouter au menu. Ensuite, Shugo aide Konoe à s'entraîner à marcher avec assurance dans sa tenue de chat. Elle lutte, gênée par l'idée de se montrer ainsi aux autres. Lors d'une tentative, elle trébuche et Shugo la rattrape juste à temps. Le mouvement, cependant, fait frémir sa queue de chat de manière incontrôlable. Mei sourit et taquine en disant que cette réaction signifie que Konoe doit être en ovulation. Déconcerté, Konoe supplie Shugo de réparer la queue. Mais lorsqu'il essaie de l'ajuster, la situation devient encore plus intense, faisant rougir Shugo. Le lendemain matin, Shugo est occupé à distribuer des prospectus pour la grande réouverture du Sisters Café quand il se rend compte que presque toutes les filles de première année sur le campus ont commencé à l'appeler Oni-chan. Dès le week-end, ses efforts portent leurs fruits. Le café est bondé de clients et les filles supplient toutes de prendre des photos avec lui. Quand Ikusu passe, Mei la force à enfiler un uniforme de majordome, ce qui rend la foule hystérique. Entouré de filles excitées, Shugo n'a aucune idée que Konoe et Miyabi bouillonnent en silence, faisant de leur mieux pour contenir leur jalousie. Quelques semaines plus tard, Mei rapporte avec joie que les affaires ont tellement prospéré après l'événement qu'elle peut maintenir le café en activité. Shugo pousse un soupir de soulagement, mais ensuite Mei lui demande soudainement s'il envisagerait de l'épouser. Complètement stupéfait, il écoute tandis qu'elle argumente que, puisqu'il est le fils d'un brillant homme d'affaires et qu'elle est elle-même un prodige, leurs enfants deviendraient des génies inégalés. Elle insiste sur le fait qu'il ne devrait pas gâcher l'opportunité et pousse même l'idée de sauter le mariage entièrement et de passer directement à la séance d'applaudissements. Juste au moment où Shugo panique, il est sauvé par un appel d'Ikusu qui prétend avoir laissé son chapeau au café et veut qu'il le trouve, reconnaissant. Pour l'excuse, Shugo part, seulement pour découvrir plus tard qu'Ikusu a menti. Elle voulait simplement parler en privé. Elle révèle que Mei elle-même a écrit le document de recherche, qui est devenu la base de la technologie de changement de voix dans les téléphones prototypes. Le lendemain matin, Shugo se réveille à 6 heures du matin, par habitude, même si aucun appel mystérieux ne se manifeste. En montant sur le balcon, il remarque que sa chambre est clairement visible depuis la fenêtre de la salle des matériaux, ce qui signifie que Mei aurait pu l'espionner tout le temps. Il s'y précipite et la trouve en train d'attendre. Lorsqu'il la confronte, Mei admet qu'il commence enfin à comprendre. Elle explique que lorsqu'il a proposé d'aider à sauver son café, elle a pris cela pour une avance de sa part, et elle était prête à laisser les choses s'intensifier jusqu'à ce qu'il la rejette. Shugo la presse alors au sujet des funérailles de son père. Mei prétend y avoir assisté et se souvient qu'il faisait nuageux, mais Shugo la démasque instantanément, en soulignant qu'il avait en fait neigé ce jour-là. Prise dans le mensonge, elle abandonne la comédie et demande s'il savait déjà qu'elle n'était pas sa sœur. Shugo dit qu'il a toujours soupçonné, puisque ses appels quotidiens à exactement 6 heures du matin étaient bien trop calculés. Plus tard, il partage cela avec Ikusu, qui a été impressionné par jusqu'où Mei était allée. Non seulement elle a délibérément ruiné son sommeil, mais elle l'a attiré dans la salle des matériaux et a utilisé le café en faillite comme appât pour l'approcher. Quand toutes ses tentatives précédentes ont échoué, Mei a admis qu'elle avait essayé de flirter avec Shugo parce qu'elle savait qu'il la rejetterait si elle lui avouait directement. Mais elle a aussi révélé sa véritable raison de vouloir détourner son attention de sa vraie sœur. Elle a avoué qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois au café. C'est là qu'elle a commencé à tout planifier. Désespérée, Shugo la supplia de lui dire qui était sa sœur, mais Mei refusa. Elle expliqua que sa puissante famille ne l'accepterait jamais. Au lieu de cela, il trouverait probablement des moyens de l'effacer. Shugo jura qu'il la protégerait de sa vie. En entendant sa détermination, Mei accepta de révéler la vérité s'il pouvait prouver qu'il était assez fort pour la protéger. Avant de partir, il demanda à Mei de rester amie avec sa sœur quoi qu'il arrive, ce qui la fit admettre silencieusement qu'il n'était pas aussi mauvais qu'elle le pensait. Le lendemain à l'école, Shugo remarqua que Konoe et Miyabi lui témoignaient beaucoup d'affection, au point qu'elles commencèrent à se disputer pour savoir qui méritait le plus son attention. Même sur le chemin du retour, les deux s'accrochaient à ses bras, se disputant joyeusement sur qui avait la meilleure chance. Shugo ne pouvait que gémir face à leur bavardage incessant. Lorsqu'il rentra chez lui, Ikusu était déjà à l'intérieur, se prélassant et affirmant qu'elle devenait une avec la nature. Shugo expliqua comment Konoe et Miyabi s'étaient soudainement rapprochés de lui, ce qui le rendait mal à l'aise. Ikusu haussa les épaules, lui rappelant qu'il était venu ici pour trouver une épouse de toute façon, et suggéra carrément
qu'ils choisissent les deux. Shugo a rapidement répliqué, admettant qu'il ne savait toujours pas qui était sa sœur et que progresser sur le plan romantique l'effrayait. Ikusu lui a rappelé que ni Konoe ni Miyabi ne pouvaient être sa sœur, mais Shugo a avoué qu'il ne pouvait pas en être sûr à cause de ses trous de mémoire. C'est alors qu'Ikusu a ressorti le test ADN, insistant sur le fait qu'il dissiperait tous les doutes. Cependant, elle a averti que si la rumeur se répandait qu'il avait utilisé un tel test pour découvrir l'enfant illégitime de son père, cela pourrait déclencher des commérages dangereux. Pour éviter les soupçons, elle a suggéré d'envoyer quelqu'un en qui il avait confiance pour s'en occuper. Après réflexion, Shugo a décidé de demander de l'aide à l'assistante de sa mère, Suri. Le lendemain, Shugo annonce nerveusement aux filles qu'il veut faire un test ADN pour être absolument certain avant de faire avancer leur relation. Konoe hésite en entendant qu'il s'agit de prélever un échantillon sur ses lèvres, mais après quelques encouragements, elle accepte. Juste au moment où elle commence à enlever ses vêtements, Shugo panique et l'arrête rapidement, précisant qu'il voulait simplement un prélèvement dans sa bouche. Réalisation de son erreur, Konoe devient rouge de honte, tandis que Shugo collecte l'échantillon. Quand il se tourne vers Miyabi, elle refuse immédiatement, disant que la façon dont il a traité Konoe le faisait ressembler à un vrai pervers. Pour apaiser ses doutes, Shugo propose une autre méthode, fournir un échantillon d'urine. Mais cela ne fait qu'énerver davantage Miyabi. Plus tard dans le couloir, il la poursuit pour expliquer que c'était un malentendu, mais Miyabi l'ignore et le traite bruyamment de pervers, attirant les regards et les chuchotements des filles autour. Shugo meurt presque de honte, alors que les rumeurs commencent à se répandre, comme une traînée de poudre. À ce moment précis, Rinka apparaît et lui dit d'arrêter, lui rappelant que les membres du conseil inspectent l'école ce jour-là. Shugo essaie de se défendre, mais avec tout le monde qui continue de bavarder, il sait que sa réputation en a encore pris un coup. Plus tard, le comité assiste à un cours donné par Maiko, mais les choses tournent mal rapidement lorsqu'elle fait une erreur devant eux, laissant tout le monde gêné par sa faute. À midi, Shugo déjeune avec les filles quand Mana arrive en courant, disant qu'un des membres du conseil, M. Genda, veut le rencontrer immédiatement. À l'intérieur de la salle de conférence, M. Genda dit chaleureusement à Shugo qu'il a de grandes attentes pour l'héritier de la famille Mikado. Mais avant que la réunion ne puisse continuer, le système de haut-parleurs de l'école s'active soudainement. La voix mystérieuse d'une fille annonce qu'elle est la sœur de Shugo et avertit que s'il continue à la chercher, elle révélera ses secrets à tout le monde. La diffusion choquante laisse la salle dans une confusion totale. Plus tard, Shugo rencontre Ikusu sur le toit et explique que Mei a récemment perdu son téléphone. Il soupçonne que le coupable derrière l'annonce a dû le voler. Bien que Shugo soutienne que cela pourrait être n'importe qui à l'école, Ikusu réduit la liste aux filles à qui il s'est personnellement confié sur sa situation, rendant la liste beaucoup plus courte. Peu après, Shugo est convoqué à une autre réunion avec Rinka, Mana et l'un des directeurs. Là, il apprend que la diffusion a rendu tout le conseil furieux, les obligeant à exiger une application plus stricte des règles à travers l'académie. Pour rétablir l'ordre, il propose que Shugo lui-même prenne le rôle d'agent de moralité, soulignant que les étudiants de première année l'adorent et que son origine familiale fait de lui une figure respectée. Bien que réticent, Shugo accepte et reçoit un brassard qu'il doit porter en permanence, à partir du lendemain. Alors qu'Ikusu traîne en arrière-plan, Shugo grogne, se demandant pourquoi lui, parmi tous, a été choisi. Toutes les personnes inutiles comme Ikusu. Ikusu fait remarquer que le moment de la diffusion aide en fait à réduire les possibilités. Pendant l'annonce, Konoe et Miyabi déjeunaient ensemble. Mei était au café avec Kurumi et Mana était avec Shugo. La seule sans alibi était Rinka, qui est apparue dans la salle du conseil quelques minutes après la fin de la diffusion. Cela fait d'elle la principale suspecte aux yeux d'Ikusu. Elle dit à Shugo que, puisqu'il fait maintenant partie du conseil des étudiants, il devrait la surveiller de très près. Le lendemain, Rinka patrouille l'école comme un faucon. D'abord, elle fait irruption dans la salle d'équipement et surprend un groupe de garçons en train d'échanger secrètement des magazines cochons, les punissant sur le champ. Plus tard, elle entre dans les toilettes des filles et trouve Kurumi en train d'essayer un costume de chat, lui adressant un avertissement sévère sur le non-respect des règles. Peu de temps après, Mei essaie de recruter une fille mignonne pour travailler dans son café, mais Rinka intervient à nouveau, déclarant qu'il est interdit de recruter des élèves sur le campus. Plus tard, un groupe de filles entoure Shugo, le taquinant et lui demandant s'il les punirait si elles enfreignaient les règles de l'école. Juste au moment où le chaos s'intensifie, Arya du club de journalisme prend une photo de lui, mais Rinka confisque immédiatement l'appareil photo et la fait taire. Même quand Arya commence à écrire une fanfiction mettant en vedette Shugo, Rinka intervient et l'interrompt.
Après avoir constaté infraction après infraction, Rinka rentre enfin chez elle complètement épuisée. En prenant une douche, elle admet que le campus est dans un état pire qu'elle ne l'avait imaginé. Elle réfléchit aussi au fait que Shugo lui-même fait partie du problème. Il ne se rend même pas compte quand les filles flirtent ouvertement avec lui. Déterminée, elle décide qu'elle doit lui apprendre personnellement à traiter les femmes avec respect. Le lendemain matin, Miyabi se présente en classe avec une jupe visiblement courte. Quand Shugo le remarque, elle fait l'innocente et insiste sur le fait que cela respecte le code vestimentaire de l'école. Puisqu'il est membre du comité de moralité, Shugo n'a pas d'autre choix que de vérifier. Il s'agenouille pour mesurer la jupe, mais se trouble à la vue juste devant lui. Miyabi le taquine, demandant en plaisantant s'il préférerait jeter un coup d'œil sous ses vêtements à la place. Shugo réalise qu'elle essaie juste de lui faire regretter d'avoir rejoint le conseil des élèves. À ce moment-là, Konoe arrive et, après avoir entendu son explication, exige en plaisantant qu'il mesure sa jupe aussi. Miyabi intervient, affirmant que la sienne respecte déjà les règles, déclenchant une compétition espiègle entre les deux filles qui remontent leur jupe plus haut, essayant de voir qui peut pousser Shugo à ses limites en premier. Juste au moment où la situation devient complètement incontrôlable, Rinka entre furieuse et traîne Shugo jusqu'à la salle du conseil. Là, elle le gronde à propos de ses responsabilités, tandis que Shugo ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à ses jambes, ce qui la rend encore plus en colère. Ce soir-là, Ikusu demande s'il a fait des progrès avec Rinka, mais Shugo admet qu'il a été trop occupé avec ses devoirs. Ikusu suggère que Rinka ne se détendra pas autour de lui à l'école puisqu'elle est toujours concentrée sur les règles, mais s'il la rencontre à l'extérieur, elle pourrait commencer à s'ouvrir. Pendant le week-end, Ikusu convainc Mana d'amener Rinka, croyant qu'elle est la seule à pouvoir la faire venir. Tous les quatre se rendent dans un parc d'attractions où Rinka admet qu'elle n'y est jamais allée à cause de ses parents stricts. Après avoir fait un tour de montagne russe, Mana est étourdie, tandis que Rinka se plaint que ses cheveux sont abîmés. Mana la tente ensuite de visiter la maison hantée. Une fois à l'intérieur, Mana crie de terreur, tandis que Rinka se moque en disant que seuls les enfants ont peur, jusqu'à ce qu'Ikusu surgisse, la surprenant et la faisant sursauter, s'accrochant fermement au dos de Shugo. Ensuite, ils essaient l'arène de tir aux zombies. Comme Mana est trop effrayée, elle attend dehors avec Ikusue, tandis que Shugo et Rinka relèvent le défi ensemble. Ils enfilent des maillots de bain, montent sur un chariot en mouvement et commencent à tirer sur les zombies. Rinka montre son adresse impressionnante, surtout après qu'un zombie les asperge de slime blanc collant. Enflammée par la vengeance, elle élimine vague après vague, mais peu importe combien ils en battent, d'autres continuent d'arriver. Soudain, le courant s'éteint, les laissant plonger dans l'obscurité totale. Rinka panique et se serre instinctivement contre Shugo. Quand les lumières se rallument enfin, Shugo réalise que ses mains se sont posées là où elles ne devraient pas. Rinka le gifle immédiatement, le laissant étourdi tandis qu'elle rougit furieusement. Après quelques autres manèges au parc d'attractions, Shugo et Rinka font une pause pour boire un verre. Depuis leur siège, Rinka remarque Ikusue et Mana qui montent joyeusement sur le carrousel. Shugo voit le désir dans ses yeux et l'entraîne doucement vers le manège. Bien qu'elle fasse semblant d'être réticente, au fond d'elle, elle est touchée qu'il ait pu lire son expression sans qu'elle ne dise un mot. Plus tard, ils s'arrêtent dans une boutique de souvenirs, où Rinka s'arrête pour admirer un porte-clés moelleux. Bientôt, Mana arrive et encourage tout le monde à en acheter un en souvenir. Cette nuit-là, Shugo est allongé dans son lit, regrettant d'avoir passé la journée à s'amuser au lieu de découvrir la vérité sur Rinka. Soudain, une pensée le frappe. Rinka a mentionné avoir déjà vu ce porte-clés et Mei en avait un similaire attaché à son téléphone volé. Réalisant la connexion, il appelle rapidement Konoe et lui demande une faveur. Le lendemain, pendant que Rinka patrouille dans les couloirs, Shugo se faufile dans la salle du conseil. À son retour, il la confronte avec un téléphone modificateur de voix qu'il prétend avoir trouvé là. Rinka insiste qu'elle ne l'a jamais vu, mais Shugo la presse d'arrêter de faire semblant. Il sait déjà qu'elle était derrière la diffusion à l'échelle de l'école. Rinka essaie de se couvrir en disant que le téléphone appartient en fait à Kono, en soulignant que le porte-clés est légèrement différent de celui de Mei. Mais en mentionnant le porte-clés de Mei, elle se trahit, car la seule façon de connaître ce détail était d'avoir vu l'original. Acculée, Rinka admet la vérité. Elle explique qu'avant l'inspection du conseil, Jenda l'a convoquée pour une réunion privée et lui a demandé d'enquêter sur la sœur secrète de Shugo, qui fréquente également l'académie. Le véritable objectif de Jenda était d'utiliser la sœur de Shugo comme levier pour un accord commercial avec le groupe Mikadono. Rinka dit qu'elle ne voulait pas être impliquée, mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle est fiancée au fils de Jenda, et refuser aurait tout risqué. Lorsqu'elle est tombée plus tard sur le téléphone prototype, elle a élaboré son propre plan. Elle a diffusé l'avertissement non pas pour exposer Shugo, mais pour le protéger des manigances de Jenda. Shugo est stupéfait, réalisant que la menace n'était pas contre lui, mais plutôt une tentative de le protéger. Rinka avoue qu'elle l'a aussi poussé à rejoindre le conseil des étudiants pour le garder sous surveillance, empêchant Jenda d'intervenir directement.
Shugo s'excuse, admettant qu'il n'avait aucune idée de la pression qu'elle subissait. Il demande ensuite s'il y a un moyen d'annuler ses fiançailles, mais Rinka secoue tristement la tête, disant que cela a été arrangé par sa famille. Ne voulant pas la laisser sacrifier son avenir, Shugo lui suggère de prétendre être sa petite amie pour que les fiançailles soient annulées. Il lui dit de ne pas épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas et promet de l'aider autant qu'il le peut. Troublé mais touché, Rinka lui demande de fermer les yeux. S'attendant à un baiser, Shugo obéit, seulement pour l'entendre déboutonner sa chemise. Elle se penche près de lui et lui dit audacieusement qu'ils devraient sortir ensemble pour de vrai et sceller cela en allant jusqu'au bout. Shugo panique et essaie de reculer, mais il trébuche et Rinka le plaque au sol. Juste à ce moment-là, Shuka fait irruption dans la pièce et crie si fort que toute l'école l'entend. Quelques jours plus tard, Konoe demande pourquoi Shugo a soudainement quitté le conseil des élèves. Avant qu'il ne puisse répondre, Rinka arrive en lui apportant son déjeuner. Elle choque tout le monde en déclarant qu'elle est officiellement sa petite amie. Elle ajoute que son père a accepté d'annuler ses fiançailles à condition qu'elle épouse Shugo à la place. Peu de temps après, Shugo se détend dans son appartement lorsqu'il reçoit la visite inattendue d'une fille nommée Yuzurina, qui se présente comme sa nouvelle voisine. Shugo a l'impression d'avoir déjà vu Yuzurina quelque part, et elle dit avec désinvolture que c'était probablement lorsqu'elle a visité l'académie avec le conseil d'administration. Elle ajoute qu'elle prévoit de s'inscrire l'année prochaine et s'attend à ce que son grand frère prenne soin d'elle. Confus, Shugo demande ce qu'elle veut dire et Yuzurina déclare calmement qu'elle est sa petite sœur. Une fois à l'intérieur de son appartement, Shugo exige une explication. Yuzurina dit qu'en public, elle est présentée comme sa cousine germaine, mais en réalité, elle est sa demi-sœur. Après la mort de sa mère biologique, elle a été confiée à sa famille actuelle pour être élevée. Même la mère de Shugo ne connaît pas son existence. Yuzurina le prévient de ne pas le dire à Konoe, insistant sur le fait qu'elle ne prendrait pas bien la nouvelle. Alors qu'il parle, elle remarque soudainement un long cheveu sur le sol et commence à renifler ses draps. Plissant les yeux, elle accuse Shugo d'amener des femmes dans son lit, le traitant de séducteur sans vergogne. Shugo insiste qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer dans sa vie privée, mais Yuzurina soutient qu'en tant que sœur, c'est naturel pour elle de s'inquiéter. Elle précise qu'elle n'est pas contre le fait qu'il sorte avec quelqu'un, mais elle n'approuve pas les aventures sans lendemain. Elle veut qu'il connaisse le véritable amour. En entendant son honnêteté, Shugo s'approche, la remerciant de se soucier de lui. Juste à ce moment-là, Shugo reçoit un appel de sa mère lui rappelant la prochaine fête de remerciement du groupe Mikadono. Elle lui dit d'y assister pour établir des relations avec des familles de haut rang et insiste pour qu'il vienne avec une fille afin que personne ne pense qu'il est désespérément célibataire. Le lendemain à la piscine, Mana et Rinka arrivent avec Yuzurina qui explique que le conseil des élèves lui fait visiter les lieux. Quand les filles demandent comment elle connaît Shugo, Yuzurina lâche la bombe qu'elle est sa sœur cadette. Choqué, tout le monde exige une explication. Alors ils se déplacent vers la salle de stockage. Shugo les supplie de garder le secret. Yuzurina révèle ensuite que son vrai père l'a soutenu avec une pension alimentaire jusqu'à sa mort. Miyabi demande des preuves, mais Yuzurina dit que la plupart des documents confirmant sa relation avec Shugo ont été détruits. Konoe suggère un test ADN pour vérifier et Yuzurina accepte avec confiance. Son calme rend d'autant plus certain qu'elle dit la vérité. Elle déclare même fièrement qu'elle deviendra finalement la belle-sœur de Shugo, ce qui déclenche immédiatement des disputes parmi les autres filles, qui veulent toutes le revendiquer pour elles-mêmes. Yuzurina observe le chaos se dérouler et commente à quel point il est clairement populaire. Puis elle demande nonchalamment qui Shugo prévoit d'emmener à la fête. Mortifié, Shugo enfouit son visage dans ses mains, réalisant qu'il n'a jamais voulu que les autres découvrent cette obligation. Les filles l'encerclent rapidement, chacune exigeant d'être choisie. À ce moment-là, Maiko fait irruption dans la pièce, jette un coup d'œil à la situation et suppose que Shugo essaie de séduire toutes les filles en même temps. Furieuse, elle lui lance une planche de surf en plein visage, le laissant gémir sur le sol. Ce soir-là, Shugo demande à Seri de faire un test ADN pour Yuzurina, et elle accepte à condition que sa mère ne le découvre jamais. Plus tard, Konoe passe pour lui préparer le dîner. Après le repas, elle offre timidement ses cookies faits maison en dessert. Au lieu de manger tranquillement, Shugo lui chatouille les pieds en plaisantant, la faisant rire aux éclats. Pendant ce temps, dans sa chambre, Yuzurina pense à toutes les filles qui entourent constamment son frère. Soudain, elle entend des bruits étranges provenant de l'appartement de Shugo et décide d'écouter aux portes. Au moment où le rire de Konoe emplit l'air, Yuzurina imagine Shugo comme une sorte de dieu de l'amour réincarné, ce qui lui fait saigner du nez de gêne. Irritée, elle frappe le mur du poing, surprenant Shugo et Konoe qui se taisent.
Plus tard, en raccompagnant Konoe chez elle, Shogo s'excuse pour la situation gênante. Konoe plaisante en disant qu'ils auraient pu éviter de rendre Yuzurina jalouse s'il avait simplement plongé dans son jardin secret. Avant de partir, elle lui demande doucement un baiser. Shogo y pense vraiment, mais juste au moment où leurs lèvres sont sur le point de se toucher, il sent que quelqu'un les observe. Quand il ne trouve à personne, Konoe l'accuse de chercher des excuses, inconsciente que Miyabi pleure silencieusement derrière le mur. De retour chez lui, Shogo reçoit les résultats du test ADN, confirmant que Yuzurina est bien sa véritable sœur. Soulagé, il la rencontre pour partager la nouvelle. Elle demande s'il l'emmènera à la prochaine fête du groupe Mikadono, en soulignant que les compagnons n'ont pas besoin d'être des partenaires romantiques. Bien que Shogo veuille l'emmener, il s'inquiète pour ses autres amis. Yuzurina le rassure et promet de tirer quelques ficelles pour que des invitations puissent être envoyées à tout le monde. Grâce à son influence, Shogo invite également Konoe, Miyabi, Mei, Rinka et Mana. À la fête, tout le monde semble s'amuser, bien que Miyabi devienne étrangement silencieuse avant de s'éclipser discrètement. Préoccupée, Mei dit à Shogo qu'elle avait l'air triste plus tôt et l'incite à aller la voir. Ils essaient d'appeler mais n'obtiennent pas de réponse, alors le groupe commence à chercher. Pendant sa recherche, Shogo surprend Seri en train de parler au téléphone. Alors qu'il s'apprête à la confronter, Ikusu l'écarte et l'exhorte à écouter d'abord. Ensemble, ils entendent Seri comploter secrètement avec quelqu'un pour saboter la succession de Shogo en tant que prochain chef de la famille Mikadono en révélant l'existence de l'enfant illégitime. Choqué, Shogo panique et suggère d'informer sa mère immédiatement, mais Ikusu le déconseille. Elle explique qu'ils n'ont pas encore assez de preuves pour protéger Yuzurina et qu'agir prématurément pourrait se retourner contre eux. Pourtant, elle le rassure en lui disant que sa mère, Kanoko, est pleinement préparée à faire face aux menaces venant de l'intérieur du groupe. Peu de temps après, Shogo reçoit un appel de Yuzurina, qui vient de trouver Miyabi à l'hôtel. Elle lui demande de descendre, mais Shogo l'invite plutôt à le rencontrer en privé au 3e étage, disant qu'il a quelque chose d'urgent à discuter. Lorsqu'ils se rencontrent, il lui dit ce que Seri prévoit. Bien que déçue, Yuzurina reste calme. Elle explique que leur père ne lui a pas seulement envoyé de l'argent, mais lui a aussi écrit des lettres personnelles, et Seri a dû mettre la main sur l'une d'elles. Shogo s'inquiète que si son existence est révélée, cela provoquera le chaos, mais Yuzurina dit qu'elle se moque si cela dévoile son secret. Si cela aide à régler les choses une fois pour toutes, elle est prête à l'endurer. Yuzurina encourage également Shogo à cesser de se comporter comme un solitaire et à se trouver un partenaire, en soulignant que la présence de quelqu'un à ses côtés pourrait aider à sécuriser son avenir au sein de l'entreprise. Shogo est d'accord et propose qu'il rejoigne les autres. Yuzurina mentionne que Miyabi parle beaucoup de lui, ajoutant qu'il est évident qu'elle est amoureuse de lui, mais qu'elle a du mal à exprimer correctement ses sentiments. Alors qu'il retourne, Shogo réfléchit à la raison pour laquelle il s'est inscrit à l'académie en premier lieu pour trouver une épouse. Cet objectif avait été déraillé par le mystère de sa sœur. Mais maintenant que la vérité est révélée, il a l'impression de pouvoir enfin commencer à aller de l'avant. Lorsqu'ils reviennent à la fête, Miyabi se jette soudainement sur Shogo et essaie de l'embrasser. Il réalise rapidement qu'elle est ivre. Konoe explique qu'elle a accidentellement bu une bouteille entière d'alcool, la prenant pour du jus de raisin. Peu de temps après, Miyabi se sent mal et finit par vomir. Inquiet, Shogo la porte jusqu'à une chambre d'hôtel et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Lorsqu'elle se réveille, Miyabi insiste pour prendre une douche. Shogo se repose sur le lit, réfléchissant silencieusement à quel point sa vie est devenue chaotique. Peu après, elle sort de la salle de bain et essaie de le séduire. Bien qu'il résiste au début, il finit par baisser sa garde et laisse le moment se produire. Mais juste avant que les choses n'aillent plus loin, Miyabi fond en larmes, le suppliant de ne pas l'abandonner. Shogo promet de ne plus jamais la quitter, mais Miyabi a du mal à le croire, lui rappelant qu'il l'a déjà quittée une fois. Il lui assure que cette fois sera différente, jurant qu'il restera toujours à ses côtés. En entendant cela, Miyabi se détend enfin et s'endort contre sa poitrine. Plus tard dans la nuit, Shogo raccompagne les autres filles pendant que Miyabi se repose dans la chambre. Mei le prévient sévèrement de ne pas jouer avec Miyabi, disant qu'elle le maudira s'il le fait. Shogo rit maladroitement et promet de se comporter. Alors que les autres partent, il ne peut s'empêcher de se demander quand Mei et Miyabi sont devenus si proches amis. Juste à ce moment-là, Konoe arrive, le réprimandant non seulement pour ne pas avoir correctement raccompagné les filles, mais aussi pour avoir laissé l'une d'elles tomber malade en premier lieu. Shogo se prépare, réalisant que sa nuit est loin d'être terminée. Au cours de leur conversation, Shogo apprend que c'est en fait Seri qui a convaincu Konoe de lui permettre d'amener les 5 filles à la fête. Cela le rend méfiant. Seri pourrait être plus étroitement liée à Yuzurina qu'elle ne le laisse entendre.
quelque chose qu'il sait devoir bientôt enquêter. Pendant ce temps, Yuzurina profite d'une douche chaude, souriant silencieusement, satisfaite que son plan se déroule exactement comme prévu. Le lendemain matin, Shugo rêve de sauver Konoe d'un accident de voiture, pour que Yuzurina apparaisse soudainement dans un costume de super-héros bon marché, comme une imitation de Powerpuff Girl. Il est réveillé en sursaut par Yuzurina qui sonne à sa porte, l'avertissant qu'il va être en retard pour l'école. Plus tard, elle lui prépare le petit déjeuner et plaisante en disant qu'ils sont comme des jeunes mariés, ce qui le fait presque s'étouffer avec sa nourriture. Se penchant près de lui pour vérifier s'il va bien, elle le taquine, et l'imagination de Shogo s'emballe immédiatement dans des scénarios d'aide de petits frères par alliance, jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Quand il lui rappelle qu'elle a fait la même blague aux funérailles de leur père, Yuzurina nie avoir jamais dit une telle chose. Quelqu'un d'autre a dû lui jouer un tour, bien que Shogo ne puisse se débarrasser de son malaise. À l'école, Shogo remarque que Miyabi est absente, et Maiko explique qu'elle est malade. Après les cours, il trouve Ikuzu en train de bâiller. Épuisé par le surmenage, il lui demande si elle a découvert quelque chose de nouveau sur la trahison de Seri, mais Ikuzu admet qu'il n'y a pas encore de preuves solides. Pourtant, elle l'avertit de rester vigilant. Il a une énorme cible sur le dos. Au milieu de leur conversation, elle s'endort sur son épaule, et deux filles qui passent s'exclament en pensant qu'ils s'embrassent. Plus tard, en rentrant chez eux avec Konoe, ils passent devant la pâtisserie où ils se sont rencontrés pour la première fois. Le souvenir la fait sourire chaleureusement, et ils décident d'acheter un gâteau au chocolat avant de se rendre au dortoir pour voir comment va Miyabi. Une fois là-bas, il réalise que Miyabi n'est pas vraiment malade. Elle a juste séché l'école pour une journée de repos. Après quelques discussions, Konoe part faire du thé, mais l'ambiance devient rapidement gênante lorsque Shogo se retrouve seul avec Miyabi. La tension de leur rencontre précédente persiste et aucun des deux ne sait quoi dire. Konoe revient brièvement pour demander où Miyabi garde ses feuilles de thé, donnant à Miyabi l'occasion de s'éclipser. Malheureusement, il ne reste qu'un seul sachet de thé, donc. Konoe se dirige vers sa propre chambre pour en prendre plus, laissant Shogo et Miyabi dans un autre moment de silence. Évitant le contact visuel, ils s'assoient ensemble jusqu'à ce que Miyabi trouve enfin le courage. Elle demande à Shogo de l'embrasser, sa voix tremblante. Sa réaction surprise ne fait qu'accentuer son insécurité, lui rappelant le moment où il a failli embrasser Konoe à la place. Blessée, elle avoue qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne veut pas l'embrasser. Tombant plus profondément dans le désespoir, Miyabi déclare qu'elle ne retournera pas à l'école à moins qu'il ne le fasse. Après un long silence, elle abaisse sa demande, disant qu'elle se contentera qu'il l'emmène à un rendez-vous ce dimanche. Avec un regard sérieux, elle lui fait promettre, juste avant que Konoe ne rentre dans la pièce avec du thé frais, complètement inconsciente de ce qui vient d'être dit. Ce soir-là, Yuzurina prépare le dîner pour Shogo, et il le dévore comme un animal affamé. Alors qu'il termine, elle mentionne avec désinvolture la mystérieuse fille qui lui a joué un tour lors des funérailles de leur père, en mentionnant que Konoe était également là. Shogo se fige. C'est une information complètement nouvelle pour lui. Yuzurina explique qu'elle n'a reconstitué cela qu'après qu'il lui ait raconté son histoire ce matin. Shogo la corrige rapidement, insistant sur le fait que Konoe n'était pas présente aux funérailles parce qu'elle avait un examen d'entrée ce jour-là. Mais Yuzurina réplique, affirmant qu'elle est sûre de l'avoir vue. Choquée, Shogo insiste, demandant si elle accuse Konoe de mentir. Hésitante, Yuzurina suggère que Konoe a peut-être trouvé un moyen de le tromper. Elle l'exhorte ensuite à penser aux personnes qui ont vraiment besoin de son soutien. L'esprit de Shogo se remémore immédiatement la nuit précédente, lorsque Miyabi s'est accroché à lui en larmes, le suppliant de ne plus jamais la quitter. Plus tard, Shogo est allongé dans sa chambre, agité. La pensée que Konoe ait pu être aux funérailles le ronge, le laissant déchirer entre croire la version des événements de Yuzurina et faire confiance à la fille à laquelle il s'est rapproché. Il se demande si Konoe pourrait réellement cacher quelque chose, et si elle pourrait même être après son héritage. Mais après un long et lourd silence, il secoue la tête, se disant que Konoe n'est pas ce genre de personne. Le lendemain matin, Shogo a l'air complètement épuisé, avec des cernes sous les yeux, comme s'il avait passé toute la nuit. Après les cours, Araya se présente et dit à Miyabi qu'elle veut l'interviewer, puisqu'elle surpasse tout le monde dans le club de natation et a même obtenu une bourse pour cela. Miyabi hésite, inquiète que le président du club soit contrarié, mais Araya la rassure en lui disant qu'elle a usé de son influence en tant que présidente pour lui donner un jour de congé. Soulagée, Miyabi accepte, mais avant que Shogo ne parte, elle lui attrape la main et lui rappelle de ne pas oublier leur rendez-vous de dimanche. En rentrant avec Konoe, Shogo mentionne que Miyabi semblait heureuse, mais Konoe dit qu'elle force peut-être un sourire puisque le tournoi approche. Cela fait soudainement réaliser quelque chose à Shogo, et il se précipite vers la salle du conseil des élèves, où Rinka est en train de sermonner Mana. Il entre brusquement, attrape Rinka par les épaules et dit qu'il doit lui demander quelque chose d'urgent. Le week-end, Miyabi arrive pour leur rendez-vous dans une tenue adorable qui rend immédiatement Shugo tout rouge. Elle l'entraîne au cinéma, puis dans un restaurant, et plus tard dans un magasin de vêtements, où elle essaie plusieurs tenues, chacune laissant Shugo rouge de gêne. Enfin, elle l'emmène à la piscine, expliquant qu'elle doit encore s'entraîner pour le tournoi.
Alors qu'elle nage, elle le surprend, en train de la regarder et rougit de joie. Pendant ce temps, Ikuzu continue de creuser dans le mystère et découvre finalement une pièce de preuve cruciale. Du côté de Miyabi, elle se souvient que sa mère l'emmenait parfois au café de Mei après l'entraînement. Alors, elle y emmène Shogo aussi. Kurumi et Mei les accueillent chaleureusement, taquinant qu'on dirait un rendez-vous. Miyabi est immédiatement d'accord, et pendant qu'ils partagent un énorme dessert, elle demande à Shogo de lui donner des cuillerées, rappelant à Mei comment la mère de Miyabi faisait de même avec elle. Plus tard dans la soirée, Miyabi raccompagne Shogo à son appartement et le remercie d'avoir passé la journée avec elle. Avant de partir, elle se penche soudainement et l'embrasse, lui demandant d'être son petit ami. Shogo rejette doucement ses sentiments et Miyabi s'enfuit en larmes, complètement inconsciente que Yuzurina a secrètement tout observé. Peu de temps après, avec le soutien d'Ikusu, Shogo confronte Yuzurina. Il lui dit clairement que son plan pour le rapprocher de Miyabi ne fonctionnera pas. Yuzurina se défend rapidement, disant qu'elle voulait seulement qu'il sorte avec Miyabi parce qu'elle tient à lui comme une sœur. Mais Shogo réplique, insistant sur le fait que les résultats du test ADN ont dû être falsifiés. Quand Yuzurina prétend qu'il se fait des idées, il dévoile son mensonge à propos des invitations à la fête. Ce n'était pas elle qui les avait organisées, c'était Seri. Effondrée, Yuzurina s'écroule à genoux en larmes. C'est alors qu'Ikusu intervient et exige qu'elle arrête de faire semblant. Ikusu révèle que Yuzurina n'est pas du tout sa sœur, mais en réalité, Narumi Kano, une enfant actrice qui a joué dans une émission que Shogo adorait quand il était petit. Elle explique que Yuzurina avait travaillé avec Seri et certains rivaux commerciaux de Mikadono pour manipuler la situation depuis le début. Le plan était clair dès le départ. Yuzurina et Seri essayaient de piéger Shogo dans un scandale en le poussant à une romance avec sa véritable sœur. N'ayant plus de mensonges à raconter, Yuzurina finit par tout admettre, disant que c'était amusant tant que ça a duré avant de quitter son appartement en trombe. Peu de temps après, Mei dit à Shogo que Miyabi a failli se noyer pendant l'entraînement de natation et qu'elle se rétablit maintenant à l'infirmerie. Elle ajoute que même après avoir été sauvée, Miyabi n'a pas pu s'arrêter de pleurer, puis demande s'il s'est passé quelque chose entre eux. Au lieu de répondre, Shogo demande pourquoi Mei s'est soudainement rapprochée de Miyabi. Mei essaie de l'éviter, mais il insiste en disant qu'il connaît déjà la vérité, donc cela ne sert à rien de la cacher. Avant de le laisser entrer, Mei demande nerveusement s'il était mal de garder secrète l'identité de Miyabi. Shogo la rassure en disant qu'il est reconnaissant, sinon il n'aurait même pas pu passer 12 épisodes. À l'intérieur, Shogo s'excuse auprès de Miyabi de ne pas avoir remarqué plus tôt que c'était elle qui lui avait parlé lors des funérailles de son père. Il explique que même si un examen d'entrée avait lieu ce jour-là, Miyabi n'avait pas besoin d'y assister puisqu'elle avait déjà été admise avec une bourse. Il a même confirmé ce détail avec Rinka, et maintenant il est certain que Miyabi est la sœur qu'il cherchait. Miyabi finit par craquer et avoue. Elle admet qu'elle était la fille qui lui a demandé de l'épouser lors des funérailles. Elle révèle qu'elle a appris l'identité de son vrai père en entendant son beau-père parler avec lui et ses soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a trouvé une lettre de Mikadono lui-même demandant à son beau-père de prendre de l'argent et de l'élever comme sa propre fille. C'est à ce moment-là que la vérité s'est imposée. Ses sentiments pour Shogo étaient devenus quelque chose d'interdit et la culpabilité l'a envahi. Après le divorce de ses beaux-parents, Miyabi s'est sentie plus isolée que jamais. Lorsqu'elle a appris la mort de Mikadono, elle a voulu revoir Shogo, espérant le réconforter en tant que famille. Au début, elle prévoyait de révéler son identité, mais quand elle lui a parlé, ses véritables sentiments ont échappé parce qu'elle l'aimait depuis qu'ils étaient jeunes. En se retrouvant à l'académie, elle a choisi de garder son secret, croyant que si elle lui disait la vérité, il n'accepterait jamais son amour. Elle admet que c'est pourquoi elle a immédiatement reconnu Yuzurina comme une imposture lorsqu'elle a prétendu être la sœur de Shogo. Mais au lieu de la dénoncer, Miyabi y a vu une occasion de se rapprocher de lui. Pourtant, sa confiance s'est effondrée au moment où elle l'a vu presque embrasser Konoe. Quand Shogo essaie d'expliquer qu'il ne l'a jamais vraiment embrassé, Miyabi rétorque que cela n'a pas d'importance. Il le voulait. Frustrée, elle révèle qu'elle a confronté Yuzurina et lui a dit qu'elle connaissait sa fausse identité. Yuzurina a prétendu qu'elle n'était qu'une cousine éloignée et a dit qu'elle voulait juste protéger Shogo d'un scandale. Elle a supplié Miyabi de révéler l'identité de la vraie sœur, promettant de la soutenir. Miyabi admet qu'elle lui a dit la vérité, mais Yuzurina a exigé une preuve. Elles ont convenu que Miyabi remettrait la lettre de Mikadono pendant la fête. Mais au moment venu, Miyabi a senti que quelque chose n'allait pas et a décidé de ne pas la remettre. Malheureusement, après s'être enivrée, Yuzurina a secrètement volé la lettre de son sac. Quand Miyabi s'est rendu compte qu'elle manquait le lendemain matin, il était trop tard. La panique l'a envahie et elle a complètement séché l'école. Yuzurina avait une fois acculé Miyabi dans sa chambre, lui disant que si elle gardait le silence sur le fait d'être la sœur de Shogo, elle pourrait se marier et vivre heureuse pour toujours. En entendant cela, Shogo devient frustré et explique le véritable motif derrière les actions de Yuzurina. Après avoir écouté, Miyabi s'effondre et implore son pardon. Shogo lui dit doucement que ce n'est pas grave, elle a seulement suivi son cœur.
Il lui assure que même s'ils ne peuvent pas être ensemble en tant qu'amants, elle restera toujours sa sœur et rien ne changera ce lien. Un peu plus tard, Shogo rejoint Miyabi, Konoe, Rinka, Mana et Maiko pour encourager Miyabi lors de sa grande compétition de natation. Bien qu'elle ne prenne pas la première place, elle bat son record personnel, ce qui lui vaut des applaudissements sincères. Shogo la félicite fièrement, montrant une véritable joie pour son accomplissement. Après l'événement, Ikuzu tire Shogo à part et explique qu'elle n'a pas réussi à retrouver la trace de Yuzurina. Pourtant, elle a réussi à retarder toute menace immédiate de leurs ennemis, lui donnant un peu de temps. Juste au moment où ils finissent de parler, les autres filles apparaissent, apportant une nouvelle série de rumeurs. Elle taquine Shogo, disant que les gens sur le campus pensent qu'ils forment un couple assez convaincant avec Ikusu. Le commentaire déclenche le chaos. Onoe et Rinka commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui mérite de sortir avec lui, tandis que Miyaba déclare hardiment qu'ils sont frères, ce qui signifie qu'il lui appartient entièrement. Accablé, Shogo essaie de s'éclipser. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, consultez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.